Bonjour Simon, donc voici le résumé du dernier cours, le vendredi. En famille, nous avons passé un petit week-end, un petit break pour comment ça s'appelle, la fête du travail. Et nous nous sommes reposés en famille. Ma fille s'était comportée assez bizarrement. Je pense qu'elle aime l'école, elle aime passer du temps avec ses amis. Et quand elle revient à la maison, elle a un comportement qui est un peu différent. Bon, mais disons qu'en général, on a passé un très bon week-end. Et puis là, il recommence à faire un peu chaud. Et puis, donc c'était parfait. Voilà. Donc ici, euh, nous avons parlé des premiers arrondissements de Paris dans la France contemporaine. Nous avions parlé des arrondissements de 1 à 4, du 4e arrondissement, 3e arrondissement, 2e arrondissement et le 1er arrondissement. Ici, je pense que je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Les 5e, 6e et 7e arrondissements comprennent les quartiers les plus anciens de la rive gauche. Le 5e, qui s'appelle aussi le quartier latin, se caractérise par la présence d'universités, de nombreuses librairies et de signes de la vie estudiantine. Le quartier latin est traversé par le boulevard Saint-Michel. On y trouve la vieille Sorbonne, le symbole de la liberté, de l'Université de Paris. Dans le 5e, on trouve également les arènes de Lutèce, vestiges de l'époque gallo-romaine qui servent de nos jours à des concerts. En haut de la montagne Sainte-Geneviève se dresse le Panthéon, ancienne église construite au XVIIIe siècle. Le Panthéon est devenu sous la Révolution un mausolée des grands hommes de la patrie. Il abrite les tombes de Voltaire, de Rousseau, de Hugo, tu vois, hein, on ne met pas de apostrophe pour un nom, et de Zola, parmi d'autres. En 1995, les cendres de Marie Curie, la célèbre chercheuse scientifique, ont été transférées, donc une cendre, c'est pour ça que c'est féminin pluriel, au Panthéon sous les ordres du président Mitterrand. Dans le 6e, il y a le palais de Luxembourg avec ses magnifiques jardins qui constituent un des grands espaces verts de Paris. Autrefois, une résidence royale, le palais du Luxembourg abrite maintenant le Sénat. Les vieux politiques qui ont une retraite aisée. Dans le 6e, on trouve aussi l'église romane de Saint-Germain-des-Prés qui date du XIe siècle et qui est donc plus ancienne que la cathédrale de Notre-Dame. Le 7e est un arrondissement voué aux affaires d'État. D'abord, c'est le quartier des ambassades et des ministères. Ensuite, il y a l'hôtel Matignon, résidence du Premier ministre. Enfin, on y trouve aussi le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale sur le quai d'Orsay, qui longe la Seine. Il y a le ministère des Affaires étrangères, ce qui explique pourquoi le quai d'Orsay est le synonyme de politique extérieure de la France. Dans les années 80, on peut dire dans les années 1980, on ne dit pas ça en fait, dans les années 80, la vieille gare d'Orsay a été transformée en un beau musée, le musée d'Orsay, qui abrite des trésors de l'art du 19e siècle. Mais le 7e arrondissement contient deux autres monuments qui sont encore plus connus des touristes. L'hôtel des Invalides a été construit par Louis XIV comme hôtel militaire, mais il est devenu célèbre parce qu'il renferme le tombeau de Napoléon Bonaparte, très visité de nos jours. À l'extrémité ouest du 7e, près de la Seine, se dresse la tour Eiffel, haute de 300 mètres. La tour a été construite en 1989 par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 de Paris, qui fêtait le centenaire de la Révolution. Cette tour, détestée par beaucoup de Parisiens de l'époque, est devenue le symbole de Paris et même de la France. Elle attire des millions de visiteurs chaque année. Donc ça, c'était déjà lu. Les arrondissements 8, 11. Les 8e, 9e, 10e et 11e arrondissements forment un arc autour du Vieux Paris, sur la rive droite, et ils contiennent les quartiers de l'industrie et du commerce. En face de la Seine, dans le 8e, il y a l'immense place de la Concorde, la plus grande place de Paris et la plus encombrée, crowded, hein, aux heures de pointe. Aux heures de pointe. Cette place s'appelait place Louis XV jusqu'à la Révolution, et c'est là que se dressait la guillotine pendant la Terreur. Aujourd'hui, elle est dominée par un obélisque égyptien provenant du temple
du temple de Luxor et offert à la France au XIXe siècle. Datant de 33 siècles, cet obélisque est de loin, is by far, le monument le plus ancien de Paris. Près de la Concorde, on trouve le palais de l'Élysée, la résidence officielle des présidents depuis le début de la Troisième République. Donc on a eu plusieurs républiques, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et maintenant la Cinquième République. La belle et célèbre avenue des Champs-Élysées, caractérisée par son commerce de luxe et par sa vie animée, surtout la nuit, relie la Concorde à la place Charles de Gaulle. Sur cette place, anciennement nommée place de l'Étoile, à cause des 12 boulevards qui rayonnent autour d'elle, se dresse l'Arc de Triomphe. Construit par Napoléon pour fêter ses victoires militaires, l'Arc de Triomphe abrite la tombe du soldat inconnu depuis la fin de la Première Guerre mondiale et il a servi de scène cérémoniale pour la libération de Paris en 1944. Dans le 8e arrondissement se trouve également une des 6 grandes gares de Paris, la gare Saint-Lazare qui dessert le nord-est de la France. On parle également de la gare du Nord, etc. Gare de l'Est, etc. C'est dans le 9e et le 10e arrondissement qu'on trouve les grands boulevards, réalisation du baron Haussmann, donc on le connaît, hein, il a complètement changé Paris. Dans le 9e se trouve l'Opéra, le plus grand théâtre du monde, construit par Napoléon III. Dans le 10e se trouve la gare du Nord et la gare de l'Est, la place de la République et la place de la Nation. Sites de nombreuses manifestations politiques au fil des années sont dans le 11e. Donc, on a plusieurs gares, hein. On a des gares qui portent des noms et on a des gares qui sont beaucoup plus simples, la gare du Nord, la gare de l'Est, etc. Les arrondissements 12 et 20, les arrondissements numérotés de 12 à 20 sont les plus grands de la ville. Ce sont des quartiers résidentiels bordés par le boulevard périphérique qui entoure Paris. Contenant peu de monuments, ces arrondissements sont moins connus de touristes. La gare de Lyon, hop, la page suivante. La plus grande gare de France se trouve dans le 12e et dessert le sud-est. Elle relie la capitale aux grandes villes de Lyon et de Marseille. Le 13e contient le quartier chinois de Paris, les grands ensembles de la place d'Italie et la gare d'Austerlitz, qui dessert le sud-ouest de la France. Le quartier Montparnasse se trouve dans le 14e. La tour Maine-Montparnasse, construite dans les années 60 et qui mesure 210 mètres, est le plus grand ensemble immobilier d'Europe. Le sommet de cette tour offre une vue panoramique splendide de la capitale. Dans le 15e, il y a la gare Montparnasse qui dessert l'ouest de la France. Le 16e et le 17e arrondissement sont célèbres en tant que quartier bourgeois et riche, tranquille et résidentiel. Le 18e, 19e et 20e arrondissement sont au contraire des quartiers populaires et assez pauvres, où habitent un grand nombre d'immigrés. Cette opposition se prolonge dans les environs de Paris. La banlieue ouest se compose en général de quartiers plus aisés, tandis que la banlieue nord est et contient des quartiers ouvriers, modestes et populaires. Le quartier de Montmartre, se trouve dans le 18e, au sommet de la butte Montmartre, très connue, hein, dominant la ville de Paris, est située la basilique du Sacré-Cœur, érigée à la fin du 19e siècle. Le quartier populaire de Belleville se trouve dans le 19e. Dans le 20e, sur la colline de Ménilmontant, il y a le cimetière du Père-Lachaise. J'y vais tout le temps à chaque fois que je suis à Paris. Où sont enterrés de célèbres écrivains, Balzac, Beaumarchais, Colette, Daudet, La Fontaine, Molière, Musset, Proust. Des artistes, David, Delacroix, des compositeurs, Bizet, Chopin, Rossini et des hommes d'État, Haussmann, Thierry aussi. Comment il s'appelle Jim Morrison. La ville de Paris a changé d'aspect sous la présidence de François Mitterrand, qui a fait effectuer certains grands travaux dans la capitale, dont entre autres le Grand Louvre avec sa nouvelle pyramide, qui a fait aussi des critiques, qui a eu des critiques. Voilà, donc je finis ici. Le musée d'Orsay, le parc de la Villette et la Bibliothèque nationale de France. Deux de ces grands travaux, l'Opéra Bastille et la Grande Arche de la Défense, ont été achevés en 1989 pour marquer le bicentenaire de la Révolution. Ensuite, on fera le problème d'urbanisme. Alors ici, un peu de grammaire. Donc, pour revoir un peu les situations dans l'espace,
On a, pour les villes, on va dire, on n'a pas d'article, ou alors on peut avoir un article si on dit je vais à Paris. Donc ce n'est pas un article, c'est une préposition. Alors je vais à Paris, je vais en France, je vais en Suisse. Mais attention, les pays et les continents ont généralement un article. Donc la France, le Japon, les États-Unis, l'Afrique. Généralement, si le pays ou le continent se termine par un E, c'est féminin, donc on va dire la. Si c'est masculin, le, ou les si c'est pluriel. En général, les pays qui se terminent par un E sont féminins, donc la Suisse, la Russie, la Hollande. Masculin, le Japon, le Canada, le Brésil, mais on va dire le Mexique, le Cambodge, le Mozambique. Ce sont des exceptions. Alors ici, on dit à Paris, à Madrid, à Cuba, à Hawaï. Je suis en France, en Russie, je vais en Europe, je vais en Afrique. Je suis au Brésil, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas. D'accord ? Donc c'est pas très compliqué ici. Ensuite, dans peut avoir plusieurs problèmes si on traduit du français en anglais. Dans la maison, dans le tiroir, sur le toit, sur la photo, parce que c'est une surface ici. On peut également dire aller sur le boulevard, parce que c'est une grande superficie. D'accord ? Alors, les cas particuliers, sur le boulevard, c'est ça, là, on le voit ici, l'exception. Dans la rue, dans parce que c'est un espace fermé. Les rues en Europe sont assez petites. Dans le journal, sur la place, à la radio, à la télévision et sur Internet. Sur le boulevard, dans un fauteuil, sur une chaise. On les fera la prochaine fois. Alors, je suis dans le train. À la télévision, il y a Lady Gaga. Je suis dans le train, pas sur le train. Au-dessus de et au-dessous de. Au-dessus du 5e étage au 6e. Nous volons au-dessus de l'Atlantique, au-dessous du 5e étage au 4e, au-dessous de nos pieds coule la Seine. On a également sous, peut signifier aussi au-dessous de. Le chat est sous la table ou au-dessous de la table. C'est beaucoup plus populaire, d'accord ? Alors, je viens de recevoir un message. Dessus, dessous. Donc le chat est sur le lit, on peut dire aussi il est dessus. Il est sous le lit, il est dessous. Donc on a plusieurs options ici. Dedans et dehors. Le chat est dans la maison. Et dans la maison, oui, il est dedans. Non, il est dehors. D'accord ? À côté de, Versailles est près de Paris ou à côté de Paris. Loin de, Moscou est loin de Paris, etc. etc. D'accord ? Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire la transcription qui était sur Skype. Hop. Alors, il faut faire attention à l'orthographe, the spelling. Donc, tu m'avais dit aussi là dernièrement que tu avais remplacé RFI avec France 2 pour suivre les actualités françaises. Et je pense que, on est d'accord dessus, c'est que pour améliorer le français, le mieux, c'est d'avoir une immersion. En fait, c'est de parler constamment en français, voilà. Une immersion totale avec la culture française et non limitée, parce que la culture française n'est pas limitée à Paris. On avait parlé de la différence des actualités en Europe, aux États-Unis, et tu m'avais dit que si je regarde le journal aux États-Unis, on a un peu des styles différents. Si par exemple, on regarde les actualités sur Fox, on aura une vue des actualités qui sera un peu spéciale, un peu limitée. Et tu me disais qu'ils mentent tout le temps. Les journalistes sur Fox mentent tout le temps. Donc tu regardes les actualités sur MSNBC, Fox, CNN. On avait parlé de NPR, qui a une audience en moyenne, une audience assez vieille. Je reçois toujours des messages. L'audience en moyenne, c'est une audience il y a beaucoup d'appels de donation. Et c'est assez, ça peut être un peu embêtant, c'est un peu une pollution.
Donc, ils demandent beaucoup de donations. NPR utilise des donations pour se payer, mais ils reçoivent énormément d'argent. C'est une chaîne de télévision et de radio publique. Non, ça, c'était pour France 2, France 3. Les chaînes de télévision publiques sont France 2, France 3. France 3, c'est beaucoup plus régional. C'est assez vieux, c'est assez... France 3, oui, c'est assez vieux. Et France 2, c'est un peu plus dynamique. Donc NPR, c'est assez ennuyeux, c'est assez vieux. Les présentateurs de NPR sont très vieux. Ok. En France, on utilise l'expression bashing, qui en fait, c'est un peu bullying. Ok, bashing. Donc en ce moment, il y a du bashing contre Marine Le Pen. Il y a une propagande qui veut que Macron soit le prochain président. On veut quelqu'un de jeune, apparemment, qui n'a pas d'expérience. Voilà. On avait parlé de... ah oui, Envoyé spécial. Si tu peux regarder Envoyé spécial sur France 2, c'est génial. C'est une femme, une journaliste qui va vraiment critiquer jusqu'au bout certains hommes politiques ou certaines pratiques économiques, etc. BBC invite les deux parties, donc on a une vue de chaque partie. Ce n'est pas partial, c'est impartial. Un débat est possible sur la BBC. Sur Fox, cela n'est pas possible. Sur d'autres chaînes américaines également. Ils offrent, en fait, la BBC offre une autre vision, une autre vision qui est un problème sur les autres chaînes. Ils sont moins ignorants. Les Européens sont moins ignorants des affaires politiques et étrangères. Il y a un problème, c'est que l'éducation américaine isole les étudiants. Ils apprennent, c'est en fait un peu un puzzle, un puzzle. Ce qui veut dire, c'est qu'ils apprennent certains morceaux de l'histoire, certaines choses, très rapidement, et ce n'est pas toujours l'idéal. Moi, j'aime bien certains cours spécialisés parce que je ne perds pas mon temps et je vais droit au but. Droit au but is I go straight to the point. Donc, voilà, je n'ai jamais lu, j'ai lu en partie, c'est un échec. En France, nous avons deux types d'enseignement, l'enseignement général et l'enseignement technique ou technologique. On a le lycée technologique et le lycée général. Donc, le lycée général et technologique, on a la seconde, la première et la terminale, donc 3 ans. Et l'enseignement général est beaucoup plus général et technologique ou technique et spécialisé en informatique ou en mécanique, etc. Aux USA, on n'étudie jamais en profondeur. Ce sont en fait des cours intensifs accélérés. Okay. Nous avions parlé du centre Beaubourg. Je n'aime pas trop l'architecture. J'aime l'élégance et je pense que c'est assez moche. Je pense que je ne suis pas la seule à penser de cette manière. Et tu avais soupçonné que je n'aimerais pas ce style d'architecture, oui. Pour la première fois, for the first time, donc la première fois que j'ai visité le centre Beaubourg, j'avais 13 ans et ça m'a fait une bonne impression. Quand je suis retournée à Paris, tu avais visité aussi le centre Beaubourg et je pense que tu avais apprécié un petit peu mieux l'architecture. Il y a beaucoup d'influence des bâtiments, de l'architecture dans l'art, c'est vrai. Et les bâtiments qui ont été... En fait, il y a plusieurs personnalités, plusieurs styles historiques également, qui ont été gardés, qui ont été modifiés, etc. Donc l'état d'esprit français aime conserver l'héritage architectural, mais il y a aussi un héritage du capitalisme. Les peintures, les sculptures renforcent l'état d'esprit. Et on avait parlé des grands musées qui organisent des exhibitions ou des expositions, et ils sont fondés financièrement par des corporations ou par des banques, aussi des compagnies de pétrole. Ils contribuent, ils donnent de l'argent.
Les musées sont donc sponsorisés par les entreprises qui ont une mauvaise réputation. L'art a une aura et qui donne plusieurs bénéfices pour les riches. Il y a aussi la gauche caviar qui aime investir dans l'art. Je pense que l'art est respecté en France, mais pas autant qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont investir dans l'art français. Voilà. Les Français aiment l'art, apprécient l'art, mais ils n'aiment pas dépenser de l'argent. Ensuite, nous avions parlé de l'art contemporain, l'art de la performance, qui peut être un peu ennuyeuse. Nous avons parlé de Laurie Anderson, qui est, à mon avis, beaucoup plus respectable en tant qu'artiste contemporaine. Il y a également Robert Wilson, qui est un artiste contemporain qui fait du théâtre. Il y a beaucoup de moments ennuyants. Je pense que c'est pour cela que le théâtre n'est plus aussi apprécié. Moi, j'aime bien les pièces de théâtre classiques. Je n'étais pas comme ça avant, mais ça m'a vraiment marqué parce qu'il y a sont des, comment dire, des pièces qui sont historiques et qui parlent de certains problèmes historiques, politiques de l'époque. Robert Wilson veut prouver qu'il est très intelligent. Je pense que c'est la même chose avec beaucoup d'artistes contemporains, mystérieux, qui veulent montrer qu'ils sont intelligents. Et la populace, le peuple, ne comprend pas leur communication. Pour l'art contemporain, je pense que c'est une distraction et c'est assez hautain, haughty, et qui veut montrer qu'il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas forcément une communication qui est intéressante ou un message qui est intéressant, mais je pense que c'est vraiment ennuyant et c'est une perte d'énergie et une perte d'argent, surtout quand l'État investit dans les œuvres contemporaines. Il n'y a pas de règles en art, et c'est vrai, je suis d'accord, mais bon, je suis aussi pour le fait que l'art soit pas forcément décoratif, mais que l'art soit intéressant, voilà, et qu'il n'y ait pas forcément euh, comment dire, quand il y a un art contemporain, une sculpture contemporaine, une performance qui coûte des millions et des millions, je pense que c'est un peu ridicule, voilà. Donc on se voit mercredi à 8 h. Comme je t'avais dit, hein, j'avais pris un peu un break, donc je fais là l'enregistrement aujourd'hui mardi. En plus, c'est assez silencieux. Et puis, je recommence mes enregistrements après avoir nettoyé ma maison. Voilà. Donc, tu passes une très bonne journée, un très bon mardi, et on se voit demain à 8 h. À très bientôt.